Bonjour à toutes et à tous, je présente Tariq Elouz, cardiologue dans le service de cardiologie au CHU de Sfax. C'est un plaisir de partager avec vous cette capsule intitulée Place des bloqueurs du système rénine-angiotensin dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à feu réduite, qui est définie selon la dernière classification de l'ESC par une FEVG moins de 40% avec des signes évocateurs. L'incidence et la prévalence de l'insuffisance cardiaque dans le monde ne cessent d'augmenter malgré les progrès. On est actuellement à une incidence de 5 par 1000 personnes années chez les adultes, une incidence plus importante dans la population la plus démunie, et la prévalence est de loin plus importante aussi chez les patients âgés, qui dépasse 10% chez les plus de 75 ans. Cette incidence qu'on voyait ici, elle est pratiquement la même si on va prendre tous les phénotypes d'entrance cardiaque, mais certes que l'incidence, on le voit bien, de l'entrance cardiaque à feu préservé, elle est en augmentation au fil des années, et la mortalité aussi, elle est toujours importante, elle dépasse les 60% à 5 ans pour tous les patients phénotypes confondus. Et malgré les progrès pharmacologiques, si on va comparer les décennies de 1990 et les décennies de 2000, 2009, la mortalité n'a pas diminué, qu'on voit ici dans ce registre américain. Et ceci est secondaire aussi à une administration similaire des IEC dans les deux populations des années 90 et les années 2000, et que cette administration elle est plutôt minoritaire. Dans un registre plus, on va dire, récent, européen, publié en 2017, là, la participation à l'administration en fait, des IEC ou des ARA2, elle dépasse 90% des patients en saison cardiaque avec FE moins de 50%, avec une mortalité, toute cause à un an, qui ne dépasse pas les 8%. Avant de parler des IEC et des ARA2, il faut faire un petit rappel sur la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, que vous connaissez très bien, hein. Donc, on se base surtout sur ce cercle vicieux qui est secondaire à cette diminution du stroke volume, du volume d'éjection systolique, qui va activer des systèmes neuro-hormonaux tels que le système sympathique, le système rénine-angiotensin 2 et des mécanismes et des voies de compensation cellulaires et moléculaires. La résultante, c'est une augmentation du volume extracellulaire, l'hypervolémie, l'augmentation de l'activité sympathique, le remodelage ventriculaire et l'inflammation, qui provoque une augmentation de la poste et de la précharge du ventricule gauche, qui va augmenter le travail myocardique et qui va réduire davantage le volume d'éjection systolique. Le but de la thérapie est d'arrêter ou d'interrompre cette spirale. Le système rénine-angiotensin 2, comme une voie de compensation dans le sens cardiaque, participe avec l'angiotensin 2 à une vasoconstriction directe ou par le biais de l'activation du système sympathique, à une rétention hydrosodée directe sur le tubule rénal ou par le biais de la sécrétion d'aldostérone. La résultante, c'est l'augmentation de la post-charge, de la précharge et après la décompensation cardiaque. En outre, l'angiotensine 2 a une action directe sur le remodelage ventriculaire gauche avec ce déséquilibre entre régénération cellulaire. On le sait depuis des années que le cœur malade, tel que la cardiopathie ischémique ou la cardiopathie dilatée primitive, a une puissance de régénération plus importante que le cœur normal, avec un index médotique qui est plus important, comme vous le voyez ici. Par contre, l'angiotensine 2 a une action directe sur les myocytes, comme vous voyez ici, cardiaques, avec une augmentation du taux d'apoptose dans ces myocytes. Pour bloquer ce système rénine-angiotensin 2, on a deux molécules, on a soit les IEC, soit les ARA2 en antagonisant le récepteur AT1 de l'angiotensin 2. Trois objectifs majeurs pour traiter pharmacologiquement sur ce cardiaque à feu réduite. Le premier objectif, c'est la réduction de la mortalité. Le deuxième, c'est la prévention de l'hospitalisation récurrente pour ce cardiaque aigu. Le troisième, c'est l'amélioration de l'état clinique, la capacité fonctionnelle et la qualité de vie. Et les recommandations 2021 toutes récentes de l'ESC, mais les quatre molécules pratiquement sur le même pied d'égalité, ACE, IEC, ARNI, bêta-bloquant, anti-aldostérone ou anti-SGLT2. Quelles sont les bases scientifiques pour les bloqueurs du système rénine-angiotensin 2? Ça remonte déjà à 3 siècles avec cette étude fameuse avec l'enalapril, l'étude SOLVE, qui a comparé placebo versus enalapril pour les patients en cardiaque avec FEVG moins de 35%. Regardez donc la titration avec une dose croissante de 2,5 mg à 20 mg la dose optimale en double prise par jour. La résultante, c'est une baisse de la mortalité de façon significative de moins 16% versus placebo, mais aussi une réduction de 26% du taux combiné d'essais et
hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Plus récemment, en 2000, dans le Lancet, cette méta-analyse qui a pris les principales, on va dire, études randomisées avec les IEC, telles que les SAVE, AIR, TRACE et SOLD, 50% déjà des patients avaient un antécédent d'infarctus, donc il s'agit d'une cardiopathie ischémique, et les résultats, c'est une baisse de 20% de façon significative de la mortalité de toute cause, et ceci quel que soit l'AFE VG à l'admission. Et une chose aussi importante qui est soulignée par l'étude Atlas, c'est qu'il ne faut pas juste donner un traitement IEC, mais il faut atteindre la dose optimale. Et là, on le voit avec l'unopril que si on compare la dose faible à la dose optimale de 35 mg d'unopril, la dose importante permet de réduire d'une façon significative de 12% le risque de décès et de réhospitalisation par rapport à un IEC à faible dose. Et plus récemment, avec le registre Biostat européen, avec 2000 patients FEVG moins de 40%, qui a comparé pratiquement, qui a un registre de Vérévi avec des titrations progressives d'IEC et des bêta-bloquants. Et la première, on va dire, donnée qui sort, c'est que seulement 22%, moins de un quart des patients, chez eux, on arrive à la dose optimale recommandée des sociétés savantes de 100% d'IEC et de bêta-bloquants, alors que seulement 50% des patients chez eux ont réussi à faire une titration en arrivant à une dose qui dépasse 50% de la dose optimale. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est pronostic, hein, ça joue sur le pronostic. Et regardez que les patients les plus mauvais, hein, la courbe en rouge et la courbe en vert, sont les patients chez eux, on n'arrive pas à donner un bêta-bloquant en IEC ou on arrive, mais à une dose moins de 50% de la dose recommandée. Alors, quelle est la place actuellement des ARA2? Les recommandations récentes le disent bien que les ARA2 sont indiqués sauf comme alternative pour les EEC en cas d'effet indésirable ou de mauvaise tolérance. Et pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a deux études randomisées avec charme alternative avec le candesartan ou l'étude vasartan, Heart Trial avec le vasartan. Les deux, ils sont comparés versus placebo. Les deux, c'était positif en baissant le taux de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Par contre, il y avait un effet neutre par rapport au placebo pour la mortalité, c'est-à-dire il n'y a pas d'impact pour réduire la mortalité, que ce soit pour le vasartan ou pour le candesartan. Pour résumer, donc avec les IEC, on a bien montré qu'il y a une baisse significative de 16 à 20% de la mortalité, une baisse de 50% du taux de réhospitalisation, alors que pour les ARA2, il y avait certes une baisse significative de taux d'hospitalisation, mais on n'arrive pas à atteindre la significativité pour la baisse de la mortalité. Quelques aspects pratiques d'utilisation des IEC, quelques recommandations. Donc certes, la seule contre-indication absolue pour les IEC et les ARA2, c'est une histoire d'œdème angio-neurotique, qui est une contre-indication absolue pour la classe des bloqueurs du système rénine angio-neurotique. Certes, on a plus d'angio-œdème avec les IEC que les ARA2. Il faut aussi se méfier de la fonction rénale en cas d'hypercalémie ou de créatinine qui dépasse 221, là à administrer avec précaution. Pour les hypotensions aussi, si symptomatiques, c'est une contre-indication, on va dire, temporaire. Et puis, il faut commencer par des petites doses, comme vous voyez ici dans le tableau de recommandations. Et ce qui est recommandé, c'est d'augmenter la dose toutes les 2 semaines pour arriver à la dose optimale au bout de 4 à 8 semaines. Donc, l'initiation du traitement, on commence par les IEC et les bêta-bloquants, puis après, on associe les anti-aldostérone. En cas d'une patient en phase congestive, là, on a le droit à commencer d'emblée les IEC à la phase congestive initiale, en associant avec du diurétique anti-aldostérone, mais aussi des diurétiques de l'ANS. Et puis, les bêta-bloquants sont associés en cas d'arrivée à l'ovolimie. Ce qui est recommandé, c'est de faire une échographie de contrôle au bout de 3 mois de traitement optimal pour évaluer la fonction VG. Quelques conseils pour les effets indésirables, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de toux qui est relative, hein, parce que là, il faut aussi se méfier que la toux, ce n'est pas le subo-AP, ce n'est pas l'œdème pulmonaire. Si ce n'est pas le cas, c'est lié à l'IEC. Là, on peut changer vers l'ARA2. Par contre, en cas d'angio-œdème, c'est une contre-indication, comme je l'ai dit, pour les IEC, les ARA2, les ARNI, sacubitril valsartan. Il faut aussi éviter l'association IEC plus gliptine, les anti-DPP4. En cas d'aggravation de la fonction rénale, et là on le sait qu'il y a toujours une augmentation de la créatinine dans la plupart des cas, mais qui ne dépasse pas 30%, c'est une augmentation physiologique par rapport aux IEC et aux ARA2. Là, il faut continuer le traitement, il ne faut surtout pas arrêter. Par contre, si l'altération de la fonction rénale dépasse 30%, là, la première chose à faire, c'est de vérifier la volimie du patient. Est-ce que le patient sur le versant sec, vérifier s'il n'a pas prise médicamenteuse qui aggrave la fonction rénale, avec les ANS et les diurétiques.
ou aussi à ce moment-là, il faut baisser ou arrêter le traitement. En cas d'hypercalémie, pareil, il faut vérifier la volémie, il faut vérifier aussi la prise des médicaments hypercalémiants. Si ce n'est pas le cas, il faut penser aussi à arrêter ou baisser la dose d'IECRA2 et prendre un avis néphrologique. Et là, on le voit bien que l'hypercalémie, c'est un frein majeur pour la titration des doses, pour l'augmentation des doses d'IEC. On le sait bien avec le registre européen Biostat, et que le fait d'avoir une calémie supérieure à 5 millimoles, on n'arrive pas à dépasser les 20% de la dose optimale. Et ceci, c'est une donnée, on va dire, pronostique, parce qu'on le voit que les patients les plus mauvais sont les patients avec la courbe en rouge dans le pronostic, que chez eux, on n'a pas pu augmenter la dose à cause d'un effet indésirable, à cause d'une aggravation de la fonction rénale ou à cause d'hypercalémie. Pour conclure, la compréhension des mécanismes derrière la réponse adaptative à l'insuffisance cardiaque a identifié plusieurs voies de compensation hormonale qui ont été ciblées par les thérapeutiques pharmacologiques, dont le système rénine-angiotensine joue un rôle important. Et dans ce cas, les IEC sont les premières molécules testées dans l'insuffisance cardiaque à effet réduite qui ont montré une baisse de la mortalité, mais aussi du taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et qui sont indiquées actuellement en classe 1A par les recommandations européennes, mais aussi américaines. Les ARA2 est une alternative aux IEC en cas de mauvaise tolérance à effet indésirable, qui réduisent l'hospitalisation, mais pas la mortalité. Et actuellement, je pense que ce sont les araignées plutôt qui sont l'alternative actuellement recommandée aux EEC, et qui sont actuellement placées sur le devant de la scène comme une meilleure alternative. Et je vous remercie pour votre attention et je reste disponible si vous avez des questions.